Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et ce soir nous allons parler de la peur dans le jeu de rôle. L'appel de Cthulhu, chill, sombre, Ten Candles, Don't Walk in Winterwoods, la peur est au centre de nombreux jeux. C'est d'ailleurs un style que j'aime particulièrement maîtriser. Mais instiller la peur dans une partie de jeu de rôle n'est pas un exercice facile. Cela va être très dépendant de l'état d'esprit des joueurs et du MJ au moment de la partie. Ce soir, je vais partager avec vous toutes les astuces que j'utilise afin de réussir au mieux l'exercice. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la peur reste une émotion forte. Et même si une bonne frayeur de temps en temps peut être plaisant, elle peut également être extrêmement désagréable et réveiller des souvenirs douloureux pour certains joueurs. En tant que MJ, je ne peux que vous recommander d'utiliser les outils de sécurité émotionnelle mis à votre disposition par la communauté quand vous souhaitez maîtriser ce genre de partie. Pensez notamment à établir les sujets tabous et à une gestuelle simple pour permettre au joueur de manifester son inconfort pendant la partie. L'ambiance et le cadre. Dans ce genre de partie, il est nécessaire que le joueur se sente connecté avec son personnage, car c'est ce dernier qui sera au cœur de l'action et confronté à la menace, alors que le joueur, lui, sera bien en sécurité sur sa chaise. Pour aider cette connexion, on peut travailler sur notre cadre. Bien sûr, nous avons le grand classique, la partie dans le noir, éclairée à la bougie, sur une petite table. Mais on peut aller un peu plus loin que ça. Il est bon d'essayer de faire un parallèle entre le cadre de jeu et le cadre de la partie. Par exemple, nos bougies dans le noir ne correspondent pas vraiment à une histoire se déroulant dans un hôpital qui va au contraire être froid, bien éclairé et épuré. Dans ce genre de cas, avoir une table vide avec plein de lampes allumées tout autour créera une bien meilleure connexion. Je suis personnellement un grand adepte des cadres évolutifs. On ajoute ou retire des éléments sur la table, on joue avec les lumières, les odeurs. L'idée va être que le joueur ressente une cassure, ce qui va le mettre sur ses gardes et le rendra plus réceptif à ce qui se passe dans l'histoire. Un petit mot sur la musique. Le son est un très bon outil. Il permet de créer une ambiance avec une facilité déconcertante. Je reviendrai d'ailleurs plus en détail sur le sujet lors d'un atelier consacré spécifiquement à ce sujet. Pour un jeu typé horreur, je vais cependant me limiter afin de ne pas distraire mes joueurs avec des bruits inutiles. Je n'utilise d'ailleurs des bandes son pour ce genre de partie que dans deux cas. La première va être ce qu'on pourrait appeler la musique du boss, une phrase sonore annonçant la présence de la menace alentour. D'ailleurs, c'est un procédé très utilisé au cinéma. La plupart des maniaques trashers ont leur propre musique annonçant leur arrivée. L'autre, et c'est sans aucun doute mon préféré, la bande-son correspondant à ce que les joueurs entendent. Particulièrement efficace dans les scénarios où il fait mauvais temps, la bande-son va contribuer à connecter les joueurs à son personnage. Là aussi, vous pouvez aller un peu plus loin et inclure des éléments de jeu directement dans la bande-son. Personne qui frappe à la porte, orage qui redouble, chien qui aboie, personne qui crie. Cela vous demande un petit travail d'édition, mais annoncer aux joueurs que tout ce qu'ils entendent fait partie de l'histoire et que le personnage l'entend également, crée une très forte tension à table, car ils auront toujours une oreille attentive à ce qui se passe dans la bande son, surtout s'ils savent qu'ils peuvent manquer des éléments, s'ils ne sont pas attentifs. L'effet est garanti. Je vous conseille cependant d'éviter d'utiliser le son pour créer un bruit violent, provoquant juste un sursaut. Généralement, c'est plus déplaisant qu'effrayant. Les mécaniques invisibles. Prenez le temps en début de partie d'expliquer correctement les mécaniques du jeu. Ces dernières doivent être limpides pour tout le monde à table. Même si l'horreur fonctionne très bien en narratif, certains jeux mettent en place des mécaniques brillantes qui ont une forte impact sur le jeu. Mais un joueur ne devrait jamais, au grand jamais, poser des questions sur une mécanique pendant la partie. Cela ruine instantanément l'ambiance et la connexion personnage-joueur. Style narratif et ritualisation. Le ton et le rythme de notre voix contribuent énormément à faire passer des émotions et à captiver notre auditeur. Il y a quelques astuces qui demandent un peu de pratique, mais peuvent grandement aider lorsque vous cherchez à créer la peur. La ritualisation par exemple. Ça va être une redondance, une phrase que l'on va retrouver et entendre plusieurs fois au cours du récit et qui va gagner un peu plus en poids à chaque nouvelle itération. C'est un procédé efficace auquel vous avez probablement déjà été confronté sans vraiment y faire attention. Autre astuce bien connue, changez votre rythme pour refléter l'état d'esprit des joueurs. Faites des descriptions longues et posées,
pendant les périodes de calme. Baisser la voix quand ils font face à quelque chose d'important, les obligeant à se concentrer et à se pencher pour mieux entendre. Au contraire, en situation stressante, faites des phrases courtes, soyez évasifs, confus, simulez les sentiments d'urgence et de panique. Un petit dernier conseil. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les changements de voix et de timbre, n'essayez même pas. Cela risque d'avoir un effet plus drôle qu'effrayant. Ce n'est pas à propos de gagner ou de perdre. Particulièrement dans les jeux d'horreur, le dénouement n'a au final que peu d'importance. Qu'ils vécurent heureux après ou que personne n'en ait réchappé ne passe qu'au second plan. On va chercher à faire vivre l'instant pour créer la peur. Le but d'une partie d'horreur va être de créer une histoire poignante, riche de sens au moment où elle est vécue. On raconte l'histoire d'un groupe de survivants, même si c'est peut-être leurs dernières heures. D'ailleurs, sans être punitif, il faut absolument que la menace soit réelle. Blesser, estropier, tuer vos joueurs sans aucun remords. Si les joueurs ont un sentiment d'invincibilité, ils n'auront aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Une motivation et un point de rupture. C'est un point à prendre en compte lorsque l'on va s'intéresser au scénario. Il est important que les personnages qu'incarnent les joueurs aient d'un côté une forte motivation, quelque chose qui va les pousser à rentrer dans la vieille maison en ruine bâtie sur un ancien cimetière indien le jour de l'anniversaire du massacre des nonnes par un maniaque qui a juré de revenir se venger, mais il faut qu'ils aient également un point de rupture, un point où le personnage va dire non. Juste non, je continuerai pas. Avoir ce point de rupture permet aux joueurs, s'ils le souhaitent, de manifester du courage, la volonté d'aller plus loin alors que tout lui dit de reculer et de faire face à sa peur. L'inconnu. Mais la peur dans tout ça, elle est où? Cela fait un moment que vous m'écoutez parler de tous les éléments pour aider à ce que les joueurs soient en condition pour avoir peur. Mais on n'a pas encore parlé de la peur elle-même. Dans un jeu de rôle, nous sommes plutôt limités en termes de peur. Nous ne pouvons pas utiliser la peur de l'appréhension, la boule au ventre de parler à quelqu'un. La menace directe n'est pas très effrayante en soi. Bien sûr, si je vois une créature m'attaquer dans la vraie vie, je serais probablement terrifié. Mais dans un jeu de rôle, ça ne sera probablement pas le cas. Aussi proche que l'on soit son personnage, on ne vit pas la montée d'adrénaline et ce sentiment primaire de sauvegarde alors qu'on se fait attaquer. Par contre, il y a quelque chose qui marche très bien, particulièrement dans le jeu de rôle, et c'est l'inconnu. L'inconnu est terrifiant. On est naturellement effrayé par ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne comprend pas, car notre imagination va faire une grosse partie du travail en imaginant les pires scénarios possibles. Et celle-ci est déjà en effervescence parce qu'on est en train de faire du jeu de rôle. Dire à vos joueurs qu'ils entendent les feuilles crisser comme si quelqu'un était en train de les suivre dans la forêt, mais sans qu'ils n'arrivent à voir quoi que ce soit, sera bien plus effrayant que d'avoir une douzaine de zombies face à eux. Pour instiller la peur, jouez sur l'imagination. Révélez le moins possible la nature de la menace. Ne donnez que quelques maigres indices, pouvant être rationalisés ou venir de nombreuses sources différentes. Laissez-les créer des théories. Au final, la peur dans le jeu de rôle, elle ne vient pas du maître de jeu, elle vient des joueurs. Donc bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si j'étais entendu. Oui. Non, le parfait immobilisme était génial. Ok. Eh ben du coup on va commencer. Oh putain, ça va être chaud. Bon. Ça commence bien la peur. La peur Vous dans êtes le jeu sur de un rôle. thème où je suis très fort. Pour faire naître un malaise chez les gens. Quel est l'élément, et j'en veux qu'un seul, indispensable pour une partie centrée sur la peur? L'élément indispensable. Je dirais qu'il faut mener la partie de façon organique. Il faut vraiment décrire au maximum les sensations, que ce soit l'odeur, que ce soit le typiquement, tu marches dans une maison, le parquet craque. Pour une raison, pieds nus, ben, du coup, c'est froid sur le sol parce que je viens de passer sur du carrelage. C'est des petits moments qui vont faire monter la tension avec des sensations qui sont connues de la part du joueur et donc qui peut facilement identifier. Voilà, donc je dirais une maîtrise organique dans les descriptions et tout ça. Les stimuli visuels, les stimuli sensoriaux. Voilà. Plus ou moins ce que Adrien disait, mais dans la mesure du possible, que cela soit visible et perceptible directement par le joueur et non par le personnage. Justement, comme tu avais dit, le fameux exemple
avec les lumières d'ambiance dans la pièce pour signifier qu'on est dans un hôpital ou qu'on est dans un autre lieu. Voilà, oui, éventuellement avoir une installation pour pouvoir couper les lumières de la pièce au bon moment, les petites bandes son qui vont avec, et cetera, et cetera. Éventuellement, passer discrètement derrière un joueur, pour, pas pour lui faire peur, mais, pour lui faire ressentir la fameuse main qui se pose, sur son épaule. Ce genre, d'éléments. Alors pour moi, il faut surtout et tout d'abord que tout le monde autour de la table soit bien d'accord avec le fait de poser une ambiance et qu'il y ait le moins de digression possible, que les joueurs et le maître de jeu soient le plus dans la partie possible. Pour moi, la peur, c'est dans le jeu de rôle, c'est vraiment un effort collectif. Moi, pour ma part, ça va être de comprendre le rythme de son scénario, même si c'est de l'improvisation, dans le sens où ça va être difficile de garder une tension continue au maximum tout le temps. Et en fait, comprendre sur quel moment, justement, il va falloir, si on va être sur un scénario en dents de scie avec plein de gros coups de frayeur qui redescendent, qui remontent, qui redescendent, faire des montagnes russes, ou au contraire, si on va être sur une lente montée progressive et qui tout d'un coup va partir en flèche. Enfin, avant même de commencer à le maîtriser, faut avoir conscience de à quel moment ça va être important de mettre la peur et à quel moment, au contraire, on va pouvoir un peu relâcher la pression, donc que les joueurs vont pouvoir profiter du scénario, on va dire, de façon plus classique. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu disais sur la tension. Il faut pas qu'elle soit présente tout le long du scénario non plus. Parce que soit elle va être très bien mise en place et les joueurs vont complètement décrocher et aller faire autre chose, parce qu'ils vont vraiment se sentir mal, soit on va tomber dans le cliché du nanar. Et dans ce cas-là, le seul sauvetage qu'on a, c'est de faire un gros virage, sortir du JDR horreur pour rentrer dans un truc plus burlesque, plus cartoon, et qui permet de retomber assez facilement sur de la comédie horrifique absurde, qui permet de sauver quand même l'ambiance du jeu de la table, pour éviter que voilà, les joueurs soit décrochent, soit partent eux-mêmes dans du ridicule absurde. Quelles sont spécifiquement vos sources d'inspiration pour vos parties horrifiques ? Ben écoutez, pour moi c'est relativement simple, hein. J'aime beaucoup un petit auteur de Providence. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il s'appelle H.P. Lovecraft. Il est très simple et sympa. Vaguement quelque chose. Dans le plus simple, je peux conseiller également Graham Masterton qui fait de l'horreur un peu plus facile à lire, on va dire, pour ceux qui préfèrent, qui aiment moins lire. Ou alors on a les grands classiques comme Stephen King, hein, qui est un petit peu le David Gemmell du roman d'horreur. Donc c'est facile d'accès et ça reste quand même relativement efficace. Pourquoi je me concentre principalement sur les romans ? Parce qu'au final c'est assez proche de ce que nous on propose. On va devoir faire appel à notre imagination. On va jouer sur les descriptions, on va jouer sur les choses comme ça. Au final, on n'a pas d'aide auditive, on n'a pas d'aide visuelle. Et si on arrive à avoir vraiment cette tension en lisant un roman, c'est quelque chose qu'on va pouvoir essayer de retransmettre à la table de jeu en essayant justement de copier le style. Et du coup, maintenant, je pose la même question à Monsieur Adrien. Ma mère. Merci, Monsieur Adrien. Non, oui, ma mère aussi est une grosse source d'inspiration là-dessus. Maman, je t'aime. Non, moi je suis plus du coup pour le coup de l'autre côté, je suis plus sur le côté cinéphilie à la limite, qui justement, comme par principe dans un jeu de rôle, on se fait des images mentales et une représentation mentale de ce qui se passe. Quand on a vraiment envie, soit qu'on est très cinéphile, soit qu'on a vraiment envie de décortiquer une scène qui fait peur, c'est mettre en pause, regarder pourquoi, qu'est-ce qui se passe, regarder la narration de l'image pour arriver à essayer de faire recréer ça mentalement. Et après, il y a tous les grands schémas classiques, par exemple sur Alien, où c'est vraiment une horreur qui est cachée. C'est une tension qui monte petit à petit. On voit très peu le xénomorphe dans le premier film, et c'est ces moments-là qui créent de la tension. Après, il va y avoir, bon, du coup, Tom Harris et tout ce qui est Hannibal, ça rejoint aussi le côté roman sur la construction des personnages. Et c'est surtout que voilà, le format en
2 heures d'un film. Pour la construction d'un personnage, d'un méchant ou quoi, ça se rapproche plus de ce qu'on va faire en termes de temps. Et après, il y a quelques BD, mangas qui sont aussi très bien scénarisés et qui permettent d'avoir des bonnes idées, quoi. Mais si je devrais m'arrêter du coup sur un conseil, je dirais l'œuvre de Clive Barker. Prend pas beaucoup de risques. Il y a du jeu vidéo, Oui. du film, du roman. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Le genre de l'horreur est un genre dont je n'ai strictement rien à faire. Très honnêtement. Donc, non, vraiment, Merci je Pierre. n'ai. Non, Et non, vous mais allez je vais aujourd'hui être, apprendre à maîtriser l'horreur. je vais être honnête. Je n'ai jamais vu aucun film d'horreur. Je n'ai jamais vu les films Alien. Je viens de perdre toute crédibilité. Donc, mes seules inspirations et connaissances de l'horreur sont mes parties de jeux de rôle de l'appel de Cthulhu et les bouquins de l'appel de Cthulhu. J'ai lu une fois l'appel de Cthulhu quand même il y a fort longtemps. Je suis en train de lire actuellement les adaptations en manga de Lovecraft, disponibles chez Kiyun. Hop, envoyez votre chèque. Voilà, mais j'ai très peu de références. Voilà, moi je suis plus à me référencer à mes anciennes parties de l'appel de Cthulhu, à comment les MJ avec qui j'ai joué ont mis en place leur scène, ont organisé ça, et voilà. Alors moi aussi, du coup, je suis pas un grand fan d'horreur, dans l'absolu. Bon, je suis quand même un petit peu plus fan que Pierre, de ce style. On est vraiment le meilleur panel d'experts pour Ah oui, le sujet là, aujourd'hui, c'est vraiment top, hein. Mais, Le niveau de qualité qu'on attend sur cette chaîne. ouais, c'est ça, ouais. Mais effectivement, ouais, là, par rapport aux sources d'inspiration de l'horreur, je pensais notamment à Lovecraft, effectivement, que tu as déjà cité. Et en littérature, je pensais aussi à Chatham, à Maxime Chatham, qui est plus un écrivain de thriller, mais qui a cette capacité à décrire extrêmement bien des situations qui sont vraiment horrifiques. Et je pense que c'est une très bonne source d'inspiration bah, pour piocher un Peut-être petit peu pour les là-dedans. gens qui aiment pas trop l'horreur, justement. Oui, effectivement, ouais. Parce il y a tout un aspect policier à côté qui est. Et du coup, dernière question, est-ce que tu as un jeu d'horreur à conseiller ou qui attise ta curiosité? Ben, du coup, je me permets de citer le grand ancien, l'appel de Cthulhu. Bon, c'est pas très original, mais je suis pas un très. Non mais il fallait quand même le J'ai citer. pas énormément de connaissances en termes de jeux d'horreur et je pense que celui-là, c'est vraiment c'est un fondamental. Je pense qu'il faut vraiment y avoir joué au moins une fois et il y a vraiment une ambiance unique qui se dégage des parties et ben, notamment aussi, je trouve que le système de jeu est vraiment parfait pour de l'horreur. Pour ma part, ça a été ma grosse révélation cette année, le jeu Ten Candles, où donc on va jouer les dernières heures d'un groupe de survivants qui meurt forcément à la fin de l'histoire. C'est assez compliqué à maîtriser parce que ça va être énormément d'improvisation. Ça va être aussi un peu compliqué à jouer parce que les joueurs vont avoir leur part de narration dans cette histoire. Mais c'est extrêmement bien foutu, c'est un jeu que je vous conseille vivement, dont on reparlera ultérieurement, je pense. Et sinon, dans les jeux qui attisent ma curiosité, je ne l'ai pas encore testé, mais j'aime beaucoup le postulat et la mécanique. Ça sera Don't Walk in Winterwood, donc, qui est un jeu qui va parler de légendes autour du feu, donc qui se veut un peu de légende folklorique, et qui a un système de jeu qui est très simple, mais me semble, a l'air extrêmement efficace, et surtout qui a un format de narration qui n'est pas habituel. On joue à la 3e personne au passé. Donc au lieu de dire je rentre dans la maison, c'est Thierry était rentré dans la maison. Et en fait, ça va créer un peu dans cette de par cette narration particulière, cet effet de vieille légende autour du feu qui donne le petit frisson dans le dos. Et je passe la main à Monsieur Adrien.
Alors moi, ceux qui suivent la chaîne vont tout de suite savoir que je vais répondre Little Fears. Donc voilà, j'ai répondu Little Fears pour multiples raisons. Le fait que ce soit vraiment axé horreur et pour le coup vraiment on est dans le film d'horreur. On n'est pas dans du Cthulhu où il y a une grande menace qui plane, qui est inexorable, qui arrive. Non, non, là il y a des enfants qui meurent et qui se font trancher par des personnages absolument horribles. Donc on est vraiment dans un gros système d'horreur. Il y a Sombre de Johan Sion, qui permet de rejouer par sa mécanique ultra simple la peur comme au cinéma, justement pour le coup, qui est pas trop cher, qui a été décliné en plein de petits formats, qui est un jeu rapide et qui permet d'avoir des PNJ et des PJ qui meurent très rapidement et qui se recréent très rapidement. Et après, tous les jeux qui ont une notion de outre-monde, je pense à L5R et à l'Empire des Cerisiers, par exemple, où il y a tout ce côté outre-monde, monde qui a été corrompu, dans lequel vivent plein de petites créatures bizarres. C'est pas des jeux typés horreur, mais c'est des jeux qui ont le potentiel pour un scénar, 2 scénars, avoir ces scénars-là vraiment centrés là-dessus et qui permettent d'amener une grosse plus-value aussi à la campagne et pas juste de rester dans le schéma classique des justiciers qui vont aller sauver un village, puis ci, puis ça. Là, ils se retrouvent vraiment face à des choses pas très très belles et qui permettent de créer un vrai danger et des vrais enjeux pour les personnages. Ben, automatiquement, je vais dire l'appel de Cthulhu et la plupart de ses dérivés. Hacking Euh, Cthulhu, Lovecraftesque. Voilà, parce qu'il n'y a pas que Cthulhu, il n'y a pas que l'appel de Cthulhu de Chaosium, il y en a tout un tas d'autres. Et je vous invite à vous renseigner franchement. Je vais citer, même si vous allez vraiment galérer à le trouver, le D200, qui était sorti chez Pulp Fever Edition, qui s'appelle désormais Leto, le troisième œil. Comment il s'appelle? Qui lui est encore disponible et pas trop compliqué à trouver, Notre Tombeau, de Ino, où on joue des personnes qui viennent de se faire couper la langue, qui viennent de se faire martyriser, qui tombent dans un charnier avec un seul point de vie et qui doivent s'enfuir de cette merde. Tout en étant poursuivis par un tueur en série, une secte, et tout un tas de trucs qui veulent leur mort. Voilà, et je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Et on aurait pu aussi citer Damné de Simon Lee, notre sponsor officiel. C'est pas faux. C'est pas faux. avec Libreté de Vivien Féasson, où tu joues un enfant qui doit survivre. Ouais, et limite, à ce niveau-là, tu aurais pu aussi citer ton petit chouchou préféré, Perdu sous la pluie. Est-ce qu'on peut le considérer comme un Ah oui, Perdu sous la pluie, jeu complètement. horrifique? Perdu sous la pluie est complètement un jeu. À défaut d'être horrifique, ça va être Un jeu un vrai centré jeu à sur la peur. tension. Ça va être un vrai jeu à tension, plus qu'un jeu forcément horrifique. Mais oui, ça rentre absolument dans cette catégorie-là. Après, là, on a cité des jeux, mais je pense que n'importe quel jeu a un potentiel de scénario d'horreur. Par rapport à ce que disait Adrien, je pensais notamment, sur la question de l'outre-monde. Il y a moyen, je pense, de faire notamment un scénario horreur dans My Little Pony, pour vous dire à quel point. Tu peux tout faire avec My Little Oui, Pony. oui, c'est vrai qu'on peut tout faire avec My Little Pony. Tu peux Voilà. tout faire avec tous les jeux dans l'absolu. C'est ça. Hein. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que tu peux pas faire. Alors, faut voir. Bah là, tu as cité Notre Tombeau, je pense pas qu'on puisse faire autre chose que quelque chose qui soit en partie horrifique sur Notre Tombeau. Après, Notre Tombeau est un burst, donc c'est un Oui. jeu campagne. Donc limite, est-ce que je parle vraiment d'un jeu de rôle? Est-ce que je ne parle pas plutôt d'une campagne en parlant de Notre Tombeau? Le débat peut être lancé. Ah, c'est les 2 de toute façon.
c'est les C'est deux. un système de jeu et une campagne. Voilà. Même si pour le système de jeu, je vous conseille d'aller sur le site de l'auteur et de le changer pour prendre la dernière version de Corpus Mechanica. Parce que la première version utilisée sur le jeu n'est pas exploitable, honnêtement. Je pense qu'il faut faire jouer l'horreur de deux façons. Il faut faire jouer l'horreur épouvante, donc qui est vraiment dans le but de faire peur et de provoquer ce malaise, ce sentiment d'inconfort et de peur, et de le faire vivre aux joueurs. Et faire l'horreur dans le sens vraiment film d'horreur où ça va être plus léger et ça va être plus passer un moment en s'amusant sur une peur hypothétique qu'il peut y avoir, quoi. Mm. Je pense que les Un, deux der- types de narration peuvent être intéressantes. un dernier jeu que j'ai totalement oublié de citer, qui est plutôt facile à trouver pour pas cher, c'est Channel Fear, où on joue un groupe de journalistes qui se rendent sur des lieux où il y a eu justement des affaires un peu louches, des trucs comme ça, et qui est facile à trouver pour pas cher. Le Voilà. PDF est à 2 € je crois. Je Ah oui. crois qu'il est à 2 ou 3 euros. Il y a des épisodes HS qui sont disponibles gratuitement. Eh bien, bonne Halloween à tous et on se revoit dans quelques semaines pour un nouvel atelier jeu de rôle. Grrr.